le produit scalaire. Ça peut paraître complètement inutile lorsqu'on découvre ça. Et pourtant, tu vas le voir, ça peut servir dans plein de situations lorsqu'on travaille avec des vecteurs. Salut, aujourd'hui on va parler du produit scalaire et on va faire un récapitulatif complet sur ce chapitre. Bon, tu le vois ici, j'ai dessiné deux vecteurs, un vecteur U et un vecteur V, et moi je t'annonce qu'on peut calculer l'angle orienté formé par ces deux vecteurs. Alors déjà, quand tu les vois comme ça, tu te dis un angle, où est-ce qu'il y a un angle ici? On a deux vecteurs qui sont complètement éloignés, on peut pas parler d'angle ici. Et pourtant, rappelle-toi qu'un vecteur possède une infinité de représentants dans le plan ou dans l'espace. Ce qui veut dire que ce vecteur V, par exemple, je peux très bien le déplacer et venir le coller ici au vecteur U de manière justement à former un angle. Voilà, ici j'ai déplacé le vecteur V et là cette fois-ci tu le vois juste ici on a un angle et je vais donc effectivement mettre en évidence l'angle en question. Et voilà, j'ai tracé l'angle en question. Et là, tu es en train de te dire dans ta tête, mais Médéric, mais qu'est-ce que tu fais? C'est n'importe quoi ce que tu dessines. Il est pas là l'angle, il est de l'autre côté. Eh ben non, pourquoi pas? J'ai totalement le droit ici de tracer un angle juste ici, ça c'est bien un angle. Donc pourquoi pas, j'ai envie de tracer cet angle-là. Mais effectivement, tu as raison, il y a aussi un autre angle qui donc est de l'autre côté, du côté intérieur, ici que je vais tracer en pointillé. Le problème quand on parle d'angle avec des droites ou avec des points, eh bien c'est justement celui-là, c'est qu'on ne sait pas de quel angle on parle. Est-ce qu'on parle de l'angle le plus grand ou de l'angle le plus petit? Eh bien avec les vecteurs, on n'a plus à se poser la question. Et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, lorsqu'on parle d'angle avec les vecteurs, eh bien on va avoir un sens de lecture des angles. Et ce sens-là, je te l'ai représenté ici avec une flèche sur l'angle, tu le vois. En fait, on va lire les angles dans le sens anti-horaire, en fait, qu'on appelle aussi du coup le sens trigonométrique, puisque c'est comme ça qu'on lit les angles sur un cercle trigonométrique. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le sens positif. Si jamais on lit les angles dans l'autre sens, on dira qu'on lit les angles dans le sens négatif, mais ça, il faudra évidemment le préciser quelque part. Mais par défaut, en général, on va lire les angles dans le sens positif. Et donc les angles de vecteurs, on va les noter entre parenthèses avec les deux vecteurs qu'on va écrire, c'est-à-dire par exemple on va l'écrire U plus loin avec une virgule V. Ça c'est l'angle tel qu'on prend en premier le vecteur U, ensuite on tourne dans le sens positif et on lit ensuite le vecteur V. C'est-à-dire que cet angle-là, il correspond ici à l'angle que j'ai dessiné en pointillé. Donc je répète, on prend le vecteur U, ensuite on tourne dans le sens positif, donc dans le sens de la flèche, et ensuite on lit le vecteur V. Donc c'est bien effectivement ce sens-là en pointillé. Mais un autre angle que j'aurais pu définir, c'est l'angle VU, d'accord, c'est un autre angle effectivement. Et cet angle VU, eh bien cette fois-ci on prend le vecteur V en premier, on tourne dans le sens positif, donc dans le sens de la flèche, et on lit ensuite le vecteur U. Et donc ce deuxième angle ici, l'angle VU, il correspond à l'angle que j'ai dessiné en trait plein juste en dessous. Donc retiens bien cette définition d'angle orienté, c'est super important lorsqu'on va définir le produit scalaire. Allez, on entre dans le vif du sujet, on va donc définir ce qu'est le produit scalaire de deux vecteurs. Voici la définition du produit scalaire. Donc le produit scalaire de deux vecteurs U et V, qui se note U point V comme ceci, c'est égal à la norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle UV. Alors petite précision sur les notations, ici j'ai marqué cosinus de l'angle UV avec ici des doubles parenthèses. Pourquoi? Parce que la première parenthèse ici ça correspond à la parenthèse du cosinus, de la fonction cosinus, donc on met les parenthèses pour le cosinus, et les deuxièmes parenthèses ici c'est les parenthèses, rappelle-toi, de la notation de l'angle. Un angle orienté, on l'a vu juste avant, il se note avec des parenthèses, donc c'est pour ça qu'il y a deux parenthèses, mais parfois tu le verras écrit simplement avec une seule parenthèse, en général on l'écrit simplement comme ça, c'est plus joli. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire sur le produit scalaire de deux vecteurs? Eh bien déjà c'est très différent de la somme de vecteurs, je te rappelle que la somme de vecteurs, on fait un vecteur plus un vecteur, ça donne un troisième vecteur. Mais ici le produit scalaire, ça ne renvoie pas un vecteur. Si tu regardes bien, ici on a une norme c'est un nombre, la norme d'un vecteur ça renvoie un nombre, d'accord, c'est la longueur du vecteur, donc sa longueur c'est bien un nombre, fois la norme du deuxième vecteur, donc là encore c'est un nombre fois un nombre, fois le cosinus d'un angle. Et le cosinus d'un angle, tu sais très bien que c'est aussi un nombre, ça tu le sais depuis longtemps. Donc le produit scalaire, c'est un nombre fois un autre nombre, autrement dit c'est un nombre. Donc le produit scalaire de deux vecteurs ne renvoie pas un vecteur, d'accord?
le produit scalaire U fois V, ce n'est pas un vecteur, c'est un nombre. Donc ça, il faut vraiment t'en rappeler, c'est super important, ça peut paraître un peu illogique au début, mais voilà, il faut quand même vachement bien le retenir, c'est super important, si tu ne comprends pas ça, eh bien tu vas avoir beaucoup de mal pour la suite. Et en fait, c'est dans le nom, quand on parle de produit scalaire, on a le mot scalaire, et scalaire en mathématiques, ça veut dire nombre, d'accord? Quand on parle d'un scalaire, on parle en fait d'un nombre au sens général du terme. Bon, maintenant, moi, ce que je veux essayer de calculer, c'est le produit scalaire de V et de U, mais dans l'autre sens du coup, V scalaire U. D'ailleurs, quand on le lit V scalaire U. Donc ça, si on s'en tient à la définition juste au-dessus, eh bien c'est simplement égal à la norme de V, cette fois-ci, norme de V, fois la norme de U, ok, fois le cosinus de l'angle orienté VU, et non plus UV cette fois-ci. Bon, déjà, on retrouve ici norme de V, on retrouve norme de U. La seule vraie différence, en fait, c'est le cosinus de l'angle UV et le cosinus de l'angle VU. Alors évidemment, on l'a dit juste avant, l'angle UV, ce n'est pas le même que l'angle VU, d'accord? On a un angle interne et un angle externe. On a un petit angle et un grand angle. Mais là, il n'y a pas un angle, il y a le cosinus d'un angle. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de regarder ce qui se passe pour le cosinus d'un angle par rapport au cosinus de l'angle dans l'autre sens. Bon, ici j'ai tracé du premier coup un cercle trigonométrique. On va prendre un angle sur le cercle, ici on va prendre ce point là, et donc l'angle juste ici. Donc si on regarde l'angle orienté juste ici, donc dans le sens ici trigonométrique, on peut dire qu'il existe un autre angle, c'est-à-dire l'angle qui est plus grand, qui est donc le complémentaire de cet angle ici, c'est celui-là. Et bien cet angle, je vais venir en fait le tourner un petit peu, c'est-à-dire qu'on va faire en sorte que le point de cet angle ici, qui est juste ici, je vais venir le coller à l'axe des abscisses, ce qui va faire qu'en fait, je vais avoir un angle qui va faire comme ceci, et je vais donc avoir un angle qui va venir faire juste ça. Et on remarque en fait que ces angles sont tout simplement opposés. Ok, effectivement, ici on a un angle et ici son opposé. Donc lorsqu'on change l'ordre des vecteurs ici dans un angle orienté, on prend en fait tout simplement l'opposé du premier angle. Donc la question revient en fait à se demander si le cosinus d'un angle x est égal au cosinus d'un angle moins x. Eh bien je te remets ici le cercle trigonométrique à l'écran qu'on a dessiné juste avant, et rappelle-toi, le cosinus c'est relatif à l'abscisse, d'accord? Et donc on remarque ici que l'angle positif et l'angle négatif ont exactement le même cosinus, puisque si on regarde l'abscisse, eh bien c'est exactement la même. Donc comme on a dit que l'angle orienté UV c'était égal à l'opposé de l'angle VU, donc cosinus de VU c'est égal au cosinus de moins UV. Or on a démontré juste avant que le cosinus de X c'était égal au cosinus de moins x, donc le cosinus de UV c'est égal au cosinus de moins UV, donc le cosinus de UV c'est égal au cosinus de VU. On en déduit donc que U scalaire V est égal à V scalaire U, c'est-à-dire que le produit scalaire est ce qu'on appelle commutatif, d'accord? On peut changer l'ordre des vecteurs, ça revient exactement au même, c'est exactement le même résultat. Et donc ça c'est super, le produit scalaire est commutatif, donc lorsqu'on fait un produit scalaire, on n'a pas besoin de se poser la question, ah oui mais est-ce qu'il faut d'abord que je mette U ou est-ce qu'il faut d'abord que je mette V, peu importe puisque ça donne le même résultat, donc on s'en fiche. Ensuite on va parler de la propriété de bilinéarité du produit scalaire. Alors quand on dit qu'une opération est bilinéaire, ça veut dire déjà qu'en premier elle possède cette propriété là. Ici U scalaire V plus W c'est égal à U scalaire V plus U scalaire W. Donc ici ça veut dire en gros que le produit scalaire est distributif sur l'addition, c'est-à-dire qu'on peut faire ici une distribution, tu vois, quand on a des parenthèses comme ça, avec une somme de vecteurs, eh bien quand on a un produit scalaire à gauche, ici on peut distribuer le produit scalaire, donc on peut distribuer U dans la parenthèse. Mais comme on a dit que le produit scalaire était commutatif, on peut très bien changer l'ordre des termes ici, c'est ce qui se passe avec du coup cette deuxième conséquence, là, on voit très bien que V plus W, le tout scalaire U, c'est égal à V scalaire U plus W scalaire U. Donc cette deuxième propriété-là, on la retrouve directement par la première et par le fait que le produit scalaire est commutatif. Ensuite, une troisième conséquence de la bilinéarité, c'est le fait que pour un cas réel, un cas c'est un nombre, c'est un scalaire justement, c'est un nombre réel, eh bien k fois le vecteur U, le tout scalaire V, c'est égal en fait à k fois
U scalaire V. C'est-à-dire qu'on peut ici très bien sortir le cas de la parenthèse, ça pose aucun souci, ça donne le même résultat. Et alors comment peux-tu retenir ces trois propriétés qui concernent le caractère bilinéaire du produit scalaire? Eh bien tu le retiens en sachant qu'en fait le produit scalaire c'est un peu comme une multiplication. Tu connais la multiplication avec des nombres. Eh bien la multiplication est aussi une opération qui est bilinéaire. Bah oui, hein, si je prends des nombres à la place de U, V et W, on a exactement les mêmes propriétés. C'est-à-dire que X fois Y plus Z, c'est égal, tu peux distribuer à X fois Y plus X fois Z. Même chose, la multiplication est commutative, donc tu peux très bien changer l'ordre des termes. Et si tu prends un nombre K quelconque, et que tu fais K fois X, le tout fois Z, tu peux très bien sortir le K de la parenthèse, et c'est égal à K fois X fois Z. Donc la multiplication par les nombres est aussi bilinéaire, et donc elle a exactement les mêmes propriétés que le produit scalaire ici. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle cette opération le produit scalaire, c'est parce que ça fonctionne comme un produit avec les nombres. Bon alors la multiplication avec les nombres, ça a quand même une propriété assez sympa, c'est que par exemple si je prends un nombre x, donc ça c'est un nombre réel, et que je calcule x fois x, je peux l'écrire autrement, je peux aussi l'écrire x carré. Et bien avec le produit scalaire et les vecteurs, c'est exactement la même chose. On peut aussi écrire un vecteur au carré, c'est-à-dire que u scalaire lui-même, donc u scalaire u, c'est aussi égal à u au carré. Tu vas souvent rencontrer cette notation u au carré, et ça correspond tout simplement au produit scalaire de u avec lui-même. Par contre, avec les nombres, on peut même encore continuer, ça tu le sais, si j'écris par exemple x fois x, c'est égal à x au cube. Par contre, avec le produit scalaire et les vecteurs, là en fait c'est plus possible. Le maximum de puissance qu'on peut avoir avec le produit scalaire, c'est 2, et tu vas comprendre pourquoi. En fait, si jamais j'écris donc un vecteur comme ça au cube, ça veut dire qu'on répète 3 fois ici le produit scalaire de u avec lui-même, c'est-à-dire qu'on calcule en fait u scalaire u scalaire u. Sauf que u scalaire u, eh ben c'est quoi comme type d'élément ici? U scalaire u, c'est un nombre, d'accord? C'est pas un vecteur, on l'a dit tout à l'heure, le produit scalaire, ça renvoie un scalaire, donc un nombre. Et u scalaire u, donc ça appartient ici à l'ensemble des nombres réels. Et donc juste après, on doit effectuer une nouvelle fois un produit scalaire, avec cette fois-ci donc un nombre réel, d'accord? Et un vecteur. Mais ça, c'est pas possible. Le produit scalaire, il est défini sur des vecteurs. Le produit scalaire, on prend un vecteur, on fait son produit avec un autre vecteur. Donc pour effectuer une troisième fois un produit scalaire, il faudrait qu'à gauche, on ait aussi un vecteur. Or, u scalaire u, ce n'est pas un vecteur, c'est un nombre réel, on l'a dit. Donc on n'a pas le droit d'écrire ça, d'accord? U scalaire u, ça ne veut rien dire. Donc u au cube, ce n'est pas possible. Et évidemment, de la même manière, u puissance 4, u puissance 5 ou u puissance 65 536, ce n'est pas possible non plus. Bien maintenant, on va parler des identités remarquables avec les vecteurs. Tu connais depuis déjà quelques temps les identités remarquables avec les nombres. Eh bien en fait, ce sont exactement les mêmes pour les vecteurs. Bon bah la première identité remarquable c'est celle-ci, u plus v le tout au carré, donc ça c'est le carré du produit scalaire, le carré qu'on a vu juste avant, dont je t'ai parlé juste avant. Donc ça c'est tout simplement égal à u au carré plus 2u scalaire v plus v carré. Donc le 2 ici c'est un peu ambigu, est-ce qu'on le met juste à côté du u ou est-ce qu'on met le 2 en fait à côté de la parenthèse u scalaire v? Alors, en fait on s'en fiche puisqu'on a dit juste avant que le produit scalaire était bilinéaire, donc le 2 il peut être juste à côté du u ou juste à côté du u scalaire v, ça revient exactement au même. Mais donc ici tu reconnais quand même l'identité remarquable que tu connais avec les nombres, c'est exactement la même, c'est juste qu'au lieu d'avoir un fois normal, une multiplication usuelle, ici on a un produit scalaire. Mais ça on peut le développer, c'est-à-dire qu'on peut l'écrire autrement et tu vas le voir, ça va être beaucoup plus simple. C'est-à-dire que u au carré en fait on peut l'écrire aussi comme le produit scalaire de u avec lui-même. On fait évidemment la même chose avec v carré, c'est égal à v scalaire v. On utilise la définition du produit scalaire qu'on a vu au tout début de la vidéo. Donc u scalaire u c'est égal par définition à la norme de u fois la norme de u fois le cosinus de l'angle orienté de u à u. On fait la même chose avec v scalaire v en remplaçant tous les u par v. Mais le cosinus de l'angle orienté UU c'est quoi? L'angle orienté UU il vaut 0, d'accord? C'est un angle qui est nul. Donc le cosinus de 0, ça faut le savoir, ça fait partie des choses à savoir en trigonométrie. Le cosinus de 0 c'est égal à 1. Du coup on peut simplifier cette expression là. Ici on a du norme de u au carré et donc ici on a du 1. On fait la même chose pour v ici. Cosinus de VV c'est égal à 1 aussi, et puis là on a du norme de V au carré. Et voilà, du coup on peut l'écrire comme ça, c'est quand même plus joli, d'accord? C'est donc égal à la norme de U au carré plus la norme de V au carré plus 2 fois le produit scalaire
U scalaire V. Alors les identités remarquables, il y en a d'autres, hein. Il y a la deuxième que tu connais aussi normalement très bien, c'est quand on a un moins ici à la place du plus. Bah du coup ce qui change ici c'est simplement le moins ici, donc ici on a un moins, même chose ici, on a un moins. Ici on a encore un moins, et puis là on a à nouveau un moins. Et puis la dernière identité remarquable, c'est celle-ci, U plus V, facteur de U moins V. Bah ici, c'est encore la même chose qu'avec les nombres réels, hein, c'est donc U carré moins V carré. On remplace ici les carrés par des produits scalaires, donc U scalaire U moins V scalaire V. On utilise la définition du produit scalaire qu'on a vu en début de vidéo, c'est donc cette formule-là. Et à nouveau, on simplifie l'expression, ce qui nous donne donc du norme de U au carré moins norme de V au carré. Donc ces identités remarquables-là, il faut quand même les retenir, elles sont super importantes. Et puis tu le vois, elles sont quand même pas très compliquées à retrouver. Bon, du coup, de ces identités remarquables, on peut en déduire des formules quand même vachement plus simples, sans en fait utiliser la notion d'angle et donc de cosinus. Donc j'ai réécrit ici la première identité remarquable, et ce qu'on voudrait, nous, c'est exprimer ici U scalaire V en fonction de toutes les autres données. Eh bien, c'est ce qu'on va faire ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de l'autre côté la norme de U au carré, la norme de V au carré, comme ça il me restera plus que du 2 U scalaire V. Et maintenant, ce que je peux faire pour avoir U scalaire V, eh bien j'ai tout à diviser par 2. Bah oui, comme ça ici le 2 s'en va, et après j'aurai une formule quand même vachement plus belle. Et en plus de tout diviser par 2, ce que je vais faire, c'est que je vais écrire U plus V au carré sous la forme d'un produit scalaire, et donc je vais utiliser la définition du produit scalaire qu'on a vu au tout début de la vidéo. Sauf qu'ici, je peux très bien remplacer norme de U plus V fois norme de U plus V par norme de U plus V au carré, et le cosinus de l'angle U plus V, c'est égal à 1, puisqu'ici on a bien un angle nul. Et donc voilà, en simplifiant donc la formule du dessus, on tombe sur 1/2 fois la norme de U plus V au carré, moins la norme de U au carré, moins la norme de V au carré. Et donc ça, c'est une autre expression de U scalaire V. Et tu vois, quand même, cette expression est quand même vachement simple parce qu'en fait, on n'a pas de cosinus, on n'a pas d'angle. Tout est une question ici de norme et donc de longueur. Donc si dans une figure géométrique, on te donne plein d'informations sur les longueurs, mais tu n'as aucune information sur les angles, eh bien c'est pas grave, tu peux tout de même retrouver la formule ici de U scalaire V en utilisant simplement les normes. Après, en ce qui concerne l'autre identité remarquable, on peut tout simplement émettre des moins à la place des plus. Donc ici, on a un moins, ce qui fait qu'ici, on a aussi un moins. Du coup, ici, on a aussi un moins qu'apparaît. Ici, à la place de U plus V, on a du coup du U moins V. Dans la troisième ligne, du coup, on multiplie non plus par 1/2, mais par moins 1/2. À la place des U plus V, on a du coup toujours ici des U moins V. Et la même chose, on multiplie donc par moins 1/2. Et ici, on a du U moins V. Donc voilà, ça c'est encore une autre formule du produit scalaire que tu retrouves là aussi super facilement. Bien, maintenant, on va passer au théorème d'Al-Kashi, qu'on appelle aussi le théorème de Pythagore généralisé. Ici, on va prendre un triangle quelconque, d'accord? C'est pas forcément un triangle rectangle, c'est un triangle n'importe lequel. Et le théorème d'Al-Kashi nous dit que BC au carré, la longueur BC au carré, est égale à AC au carré plus AB au carré, moins 2 fois AC fois AB fois le cosinus de l'angle A. Alors on peut se dire, mais ça sort d'où ce truc-là? Eh bien en fait, ça sort exactement de la deuxième identité remarquable, parce que du coup, maintenant, on peut raisonner en termes de vecteurs, et on peut démontrer parfaitement cette formule à partir de vecteurs. Hein, on va prendre ici le vecteur BC, le vecteur AB juste ici, le vecteur AC juste là. On remarque évidemment ici que AB plus BC, c'est égal à AC, et ça, il n'y a même pas besoin de le remarquer sur le schéma, puisque c'est tout simplement la relation de Schall qui nous le dit. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur BC? Eh bien, BC, c'est égal donc à AC moins AB, sauf que la longueur BC c'est quoi? La longueur c'est la norme, rappelle-toi, la longueur et la norme c'est la même chose pour des vecteurs. Donc dans cette formule on peut voir la longueur BC au carré comme étant la norme du vecteur BC au carré, mais BC on a dit que c'était AC moins AB, donc on va réécrire tout simplement la formule ici d'Al-Kashi sous forme de vecteur. Bon alors évidemment la formule d'Al-Kashi on peut l'écrire sous la forme AB fois AC ici au lieu de AC fois AB. Et ce que j'ai fait ici c'est que j'ai remplacé AB par la norme du vecteur AB, AC par la norme du vecteur AC, et ici le cosinus de l'angle A, l'angle A il est ici, c'est tout simplement l'angle formé par les vecteurs AB et AC, ou par les vecteurs AC et AB, c'est la même chose pour un cosinus. Et ça c'est simplement le produit scalaire, rappelle-toi de la définition du produit scalaire. Donc on peut remplacer tout ce gros truc ici par le produit scalaire de AB et de AC. Ce qui
nous redonne ici eh bien, la deuxième identité remarquable. Puisque la norme de AC moins AB au carré, c'est la même chose que en fait, le vecteur AC moins AB au carré, puisque rappelle-toi qu'un vecteur au carré, c'est égal tout simplement à sa norme au carré. Et donc cette formule d'Al-Kashi, tu le vois, on la retrouve hyper facilement, et donc faut vraiment la retenir, d'accord? Si tu ne la retiens pas par cœur, c'est pas grave, tu la retrouves, tu vois, en utilisant l'identité remarquable, mais il faut quand même la connaître parce qu'elle peut être super utile dans plein de situations, et notamment cette formule d'Al-Kashi, eh bien elle permet en fait de démontrer le théorème de Pythagore, mais ça on va en fait en reparler plus tard. Bon, on va d'abord revoir la notion de vecteurs orthogonaux. En fait, je vais te dessiner donc deux vecteurs. Je vais te dessiner donc un vecteur comme ceci, ça va être le vecteur U, et puis un autre vecteur qui va être en quelque sorte perpendiculaire à ce vecteur, dont les droites directrices vont être perpendiculaires. Par exemple, un vecteur qui va être comme ceci, ça va être le vecteur V. Eh bien, ici, effectivement, si on prolonge V, ici, on se rend compte qu'on a un angle droit, donc on dit que ces deux vecteurs sont orthogonaux. Et donc ça se note U est orthogonal à V, c'est exactement la même notation que pour des droites perpendiculaires. Donc ça veut dire ici qu'on a un angle de 90 degrés ou de pi sur 2 radians, et le cosinus de 90 degrés ou de pi sur 2 radians, ça vaut combien? Eh bien, le cosinus de pi sur 2, ça vaut 0. Ça, c'est quelque chose aussi que tu dois connaître, mais ça se retrouve très facilement avec un cercle trigonométrique. On retrouve très facilement que le cosinus de pi sur 2, ou de 90 degrés, c'est égal à 0. Et donc dans notre formule de produit scalaire, qu'est-ce qui se passe? Dans notre formule, on a bien un cosinus qui apparaît, on a une multiplication par le cosinus d'un angle. Et cet angle, eh bien c'est l'angle justement formé par les vecteurs U et V. Donc si on calcule en fait U scalaire V, en fait c'est égal donc à la norme de U ici, fois la norme de V ici, fois, rappelle-toi, le cosinus ici de l'angle orienté UV. Mais l'angle UV, il fait 90 degrés, donc son cosinus est égal à 0. Donc en fait, ici, tout ça, ça s'annule, c'est donc égal à 0. Et donc en fait, pour démontrer que deux vecteurs sont orthogonaux, il suffit en fait simplement de montrer que leur produit scalaire est nul. Ce qui nous permet donc en fait maintenant de démontrer le théorème de Pythagore. Donc regarde ici, on va supposer que le triangle ABC est rectangle en A. Et qu'est-ce qui se passe à propos de notre formule d'Al-Kashi ici? Eh bien l'angle ici au niveau de A, il vaut 90 degrés, ou pi sur 2 radians. Donc le cosinus ici vaut 0. C'est-à-dire que tout ceci s'annule. Donc en fait, il nous reste simplement ceci, il nous reste simplement BC au carré est égal à AB au carré plus AC au carré. Et donc ce théorème de Pythagore, tu le vois, on le retrouve grâce au vecteur et grâce au produit scalaire. Bon, maintenant il reste quand même deux choses à voir quand même à propos du produit scalaire, c'est quand on parle de vecteurs sous forme de coordonnées. Rappelle-toi, un vecteur on peut le voir sous forme de coordonnées, c'est-à-dire qu'en haut on va marquer la différence d'abscisse entre l'extrémité, le point de l'extrémité du vecteur et le point d'origine du vecteur, et en bas on va marquer la différence d'ordonnée entre le point d'extrémité et le point d'origine. Et donc comment ça fonctionne ici le produit scalaire de deux vecteurs qu'on écrit ici avec leurs coordonnées? Ici la formule est super simple, c'est simplement égal en fait à x fois x' plus y fois y'. Et c'est vraiment tout bête cette formule, il faut simplement multiplier les coordonnées une par une entre elles, c'est-à-dire qu'on multiplie les abscisses entre elles et on multiplie les ordonnées entre elles et on les ajoute, et ça donne en fait tout simplement le produit scalaire de deux vecteurs ici, donnés sous leur forme avec leurs coordonnées. Bien, maintenant on va parler de projeté orthogonal. Le projeté orthogonal du point B sur la droite OA, ça va être un point en fait qui va être le point d'intersection entre la droite perpendiculaire à la droite OA qui passe par B et cette droite OA. Donc c'est-à-dire que ça va être un point qui va être situé juste ici, on va l'appeler H par exemple. Donc pour trouver graphiquement le projeté orthogonal de B sur la droite OA, il suffit de tracer donc ici une droite perpendiculaire à OA et qui passe par B. Eh bien on a une propriété sur le produit scalaire qui nous dit qu'en fait OA scalaire OB, eh bien ça c'est égal à OA scalaire OH. Donc voilà, ça c'est une propriété du produit scalaire. Elle est super importante puisque si jamais en fait tu connais un projeté orthogonal d'un point mais que tu ne connais pas du tout la norme ici du vecteur OB, eh bien tu peux simplement utiliser cette propriété là qui va te donner tout de suite le produit scalaire de OA et de OB sans connaître forcément la norme de OB.
Et donc voilà, on a terminé de faire ce récapitulatif complet du chapitre sur le produit scalaire. Tu le vois, il y a beaucoup de choses à dire, il y a pas mal de formules à connaître, mais qui se retrouvent quand même assez facilement de quelques formules qu'il faut connaître quand même au début. C'est-à-dire qu'il faut connaître évidemment la définition du produit scalaire, et il faut aussi connaître les identités remarquables que tu connais déjà normalement avec les nombres, mais il faut savoir les appliquer avec des vecteurs. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi, je te dis à la prochaine, salut!